Bienvenue sur le Radiographe. Le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille et Marion, cofondatrices de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Faisons attention quand même à pas être dans une société où on va gommer le fait que l'humain est complexe, quoi. Et que c'est ou tout noir ou tout blanc. Enfin, il y a les méchants d'un côté qui pourrissent la planète et les gentils qui vont caresser les vaches et manger des carottes bio, quoi. Non mais c'est vrai, l'humain reste complexe. Et je trouve que le design, l'humain, il y a des jours où il n'est pas très beau et c'est le même pourtant que le lendemain où il peut être bien. Et je trouve que le design, il doit avoir cette force d'essayer de travailler sur cette réalité humaine et pas essayer de la simplifier et de surtout pas nier la complexité humaine. Je pense que ce serait une grosse erreur créative de se dire que dans un cahier des charges on va faire comme si on était des gentils bisounours et qu'on est entre gens bien, donc on va faire un truc propre, quoi. Lorsque nous nous présentons avec Camille en tant que designer, on nous répond parfois en nous parlant d'un design thinking, qui permettrait de répondre par le design à des questions a priori très éloignées de celui-ci, et ce en déployant le design sous ses diverses formes, que ce soit du design produit, du design d'espace, du design graphique ou bien encore du design textile. Forcément, en tant que designer spécialisé en graphisme qui n'ont pas cette culture d'un design aussi multidisciplinaire, ça a commencé à nous interroger cette histoire de design qui pense. Alors on a décidé de s'y pencher de plus près et d'en parler autour de nous. Au fur et à mesure de nos rencontres, nous sommes tombés sur le site des Sismo, une agence qui présente son expertise grâce à 4 pôles interconnectés. Penser, créer, faire et partager. Derrière leur identité, un mouton crachant une flamme, nous découvrions que les projets des Sismo n'avaient rien d'uniforme. Du design de tasses à celui des agences Pôle emploi du futur, en passant par de la scénographie, nous avions trouvé nos interlocuteurs privilégiés pour poser nos questions sur ce design pluridisciplinaire. Le 2 mars dernier, nous nous sommes donc installés dans les fauteuils des Sismo en compagnie d'Antoine Fenoglio, l'un des 2 cofondateurs de cette agence Tourisque, comme il s'amuse parfois à la nommer. Ensemble, nous avons donc abordé l'épineuse question du design thinking pour finalement mieux rebondir sur des sujets plus sismiques. Nous avons parlé d'engagement, d'éthique, du rôle du designer, de l'impact qu'est le design pour de grandes entreprises, mais aussi de la complexité de l'être humain et d'innovation, avant de finir sur une note plus surprenante car plus anatomique. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable écoute. Antoine Fenoglio, vous êtes cofondateur des Sismo avec Frédéric Lecourt. Vous êtes 2 designers issus du design industriel, puisque vous vous êtes rencontrés à l'école après le bac, avant de faire un BTS en esthétique industrielle. Et alors vous racontez souvent qu'au départ vous vous appréciez pas beaucoup, tous les 2, mais que vous êtes aperçus lors d'un projet commun que vous partagez une certaine vision du design. Entre créateurs et designers industriels, vous aspiriez à un design qui ne soit pas élitiste, ni un design d'auteur, mais un design qui tenterait d'être le plus simple, plus pertinent, évident possible. Et cette aspiration a dû suffisamment vous rapprocher puisque au début de l'année 97, vous fondez les Sismo, une agence qui, depuis lors, s'applique à secouer les idées standardisées que l'on se fait de nos environnements et expériences quotidiennes. Et il y a une phrase que j'ai trouvée sur votre site internet qui dit que l'important c'est de s'interroger sur la bonne manière de traverser la rivière plutôt que de se lancer tête baissée dans le dessin d'un joli pont. Et j'ai l'impression que cette phrase résume assez bien en tout cas les Sismo et la pratique que vous avez de design. Et nous, on aimerait d'abord, dans un premier temps, vous demander, je ne sais pas si déjà cette présentation correspond au Sismo ou si... Ouais, bonjour. J'ai quelque chose à redire, c'est que je pense que c'est pas tout à fait juste de dire qu'on lutte contre l'élitisme du design. Je pense que notre démarche, elle est à la fois plus pragmatique et plus inspirée de nos expériences en Italie, notamment chez Delucchi pour Fred, qui est au contraire de dire que justement en France, il y a une espèce de scission ou de guéguerre entre les designers perçus comme créateurs, qui se disent très engagés, qui vont être dans des univers de qualité créative, d'engagement sociétaux, d'engagement développement durable très fort. Et puis de l'autre côté, des agences qui sont plutôt des agences perçues comme plus stratégiques ou en tout cas capables de travailler avec des grosses entreprises, etc. etc.
Et il se trouve que chez Delucchi, Michele Delucchi, il était capable à la fois de faire, il avait d'ailleurs une petite entité chez lui qui faisait ce qu'il appelait la production privata, qui étaient des petits objets avec des films qui les accompagnaient, qui étaient socialement très engagés, etc. Et puis à côté de ça, il faisait de la stratégie pour la Deutsche Bahn ou Olivetti. Et puis en fait, en Italie, ça ne dérange personne. C'est-à-dire que le rôle du design, c'est ça, c'est d'être présent dans la société. Et la société, les grandes entreprises en font partie, comme l'art en fait partie, comme l'engagement dans l'éco-conception en fait partie, etc., etc. Et nous, c'est vraiment plutôt comme ça qu'on a créé Sismo, avec cette volonté d'être à la fois très capable d'aller bouger des grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et aussi être capable d'aller avoir un impact sur des aspects beaucoup plus engagés, beaucoup plus artistiques, beaucoup plus culturels. Et ça a été un long travail parce qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'est reconnu le design en France. Donc on s'est fait pas mal pas d'ennemis, mais on a eu pas mal de freins au départ parce que quand on essayait d'aller dans le côté plus artistique, plus signature, ceux de cet univers-là nous reprochaient de travailler pour des grands groupes aussi. Et puis de l'autre côté, on nous reprochait en tout cas, on pouvait nous catégoriser dans les petits créateurs signataires qui sont super, mais à qui on va quand même hésiter à confier des projets d'envergure. Donc c'est vraiment là-dessus qu'est basé Sismo, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans la diversité des projets qu'on fait une seule volonté qui n'est pas une passion du design, très clairement. Je pense que ce n'est pas des passionnés du design en soi, on est des passionnés de ce que peut faire un parcours humain dans la société. C'est-à-dire qu'est-ce que dans un boulot où tu vas y passer 8 ou 10 heures par jour, c'est quoi l'impact que tu vas avoir? Nous, notre impact, il est à la fois un impact de résultat, parce que c'est vrai qu'on aime bien essayer de faire bouger les choses, mais il est, et peut-être avant tout, un impact de curiosité. C'est-à-dire que je trouve que le design, pour moi, c'est... Je pense parfois au journalisme, mais le journalisme, c'est peut-être moins effectif après dans le rôle que tu as dans la société, en tout cas dans comment tu peux modifier les choses. Mais c'est aussi un métier, voilà, design, journaliste ou ethnologue, où tu vas être capable d'avoir la chance de t'intéresser à plein d'univers et de toucher ces univers de près. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Enfin, de faire une expo à Sèvres, Cité de la Céramique un jour, et puis le lendemain, le centre d'innovation de Saint-Gobain. Je veux dire, c'est tellement pas les mêmes cultures, les mêmes vocabulaires, les mêmes enjeux, le même business, la même... et ça, c'est profondément du design. C'est-à-dire que pour nous, c'est profondément du design. Le jour où on tombe d'un côté de la vallée, c'est-à-dire que soit on tombe dans la vallée des créateurs, soit on tombe dans la vallée des grandes organisations, publiques ou privées, on sera plus sur notre... souvent on dit que c'est une ligne de crête. On sera plus en train sur notre ligne de crête. Mais le problème, c'est que sur cette ligne de crête, si tu commences à faire un projet très très... par exemple, quand on a fait le centre d'innovation de Saint-Gobain, qui a été pour nous un très gros projet, le Domolab, ça t'oblige à aller à l'opposé aussi très très loin en termes de culture ou d'engagement sociétaux, parce qu'autrement tu balances d'un côté et tu tombes dans la vallée de... Et les gens t'appellent du coup que parce que tu sais faire de l'industrie ou du grand public, et plus du tout parce que tu es capable d'avoir un point de vue engagé. Donc c'est un équilibre qui est à la fois précaire, mais qui à mon avis fait tout l'intérêt de ce métier-là. Vous prononcez beaucoup de fois le mot engagé. Pour vous, c'est vraiment très important. Enfin, c'est à la base, j'ai l'impression de... Je vois pas comment on peut faire ce métier sans avoir une conviction. Enfin, après, il se trouve que dans les projets qu'on fait, j'ai eu particulièrement la chance de rencontrer des gens engagés dans ce métier. Et les convictions sont très différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des... Là, par exemple, je pense à un truc où j'ai participé à un documentaire qui s'appelle Ethic for Design, qui a été monté par un designer qui s'appelle Gauthier Roussil. Et quand on voit tous les intervenants, qui sont plutôt des designers européens, on parle de la même chose, on parle de l'engagement, de l'éthique, et en même temps on parle pas de la même chose. C'est-à-dire que chacun a une façon de problématiser ce qui est pour lui l'éthique dans le design qui est radicalement différente. Et je pense que dans le panel des gens qui sont interrogés, il y a des gens avec qui je suis assez d'accord, et je trouve ça intéressant, la façon dont ils proposent leur engagement. Et il y en a d'autres qui paraissent sur le papier très engagés, où je ne suis pas du tout d'accord. Et pourtant on parle de la même chose. Donc engager, ça ne veut pas dire c'est pas une chapelle, quoi.
C'est d'avoir l'obligation d'avoir un point de vue. Ça, je pense que c'est le design sans point de vue. C'est de l'exécution créative, mais c'est pas du design, c'est pas de la conception, c'est pas et ça c'est remarquablement chiant dès qu'on tombe là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas pour nous, donc on le fait pas, mais il y a des très grosses boîtes qui on leur dit voilà, il faut faire des packaging de jambon, on fait des packaging de jambon, puis on en fera pour la Saint-Valentin, et puis pour Pâques, et puis pour les vacances d'été, et puis pour la rentrée scolaire. Et après c'est pas, je pense pas que ce soit le même métier. Et c'est pour ça, c'est pas aussi pour ça que c'est pas les mêmes tailles, hein. Je pense que c'est aussi les structures, l'engagement, il n'est pas que en regardant vers l'externe, hein. Du coup il est aussi avec les gens en interne, il est aussi qu'est-ce qu'on apporte, pourquoi les gens viennent nous rejoindre, qu'est-ce qu'ils ont envie d'y faire. C'est justement. Du coup les Sismo aujourd'hui c'est une équipe composée de des designers industriels, des designers produits, designers graphiques, scénographes, architectes, community managers, design thinker, business developer, et j'en passe, je pense. Et du coup, l'évolution de votre équipe, elle va de pair aussi avec la construction d'une méthodologie que certains appelleront design thinking. C'est une appellation qui englobe là aussi énormément je pense, de pratiques. Et qui vous permet de répondre de façon pertinente à des demandes qui peuvent parfois étonner tant elles sont hétéroclites et précises. J'ai une petite sélection des demandes qui vous ont été faites. Comment créer du dialogue entre des chercheurs et des clients, imaginer l'agence Pôle emploi de demain, faire évoluer les usages des bouteilles d'huile, prototyper des hôtels pour la génération des millénials, créer un atelier exposition permettant de comprendre les émotions d'une artiste. Donc toutes ces questions, c'est juste un échantillon des demandes qui vous ont été formulées et pour lesquelles vous avez répondu soit en créant des objets, soit en imaginant un parcours sensoriel, en créant du mobilier ou d'autres choses encore. Et quand on regarde aussi votre clientèle, elle va de très grands groupes à des startups, en passant par des institutions publiques et culturelles. Et vous balayez un très large panorama, si bien qu'on pourrait croire que les Sismo n'ont pas de limite. Est-ce que vous pourriez nous dire, finalement, c'est quoi au sein de tout ça, peut-être, vous parlez d'engagement, votre marque de fabrique, qu'est-ce que les clients viennent chercher auprès des Sismo? Tous ces clients qui sont très différents. Alors je pense qu'il y a juste une petite chose que je voudrais rectifier, c'est que en fait j'adore ce qui se passe avec le design thinking, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de designers, je trouve que c'est un truc qui est arrivé au design qui a été assez magique, mais en soi je n'aime pas le design thinking, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que tout le monde depuis les années 80 se bat pour faire reconnaître qu'est-ce que c'est que le design, à quoi ça sert à l'entreprise. Alors, tous les designers font des groupes, des syndicats, des trucs, des machins, en disant on en revient, mais non, c'est une signature, mais non, c'est très stratégique, mais non, ça fait du développement économique, mais non, ça fait de la valeur culturelle. Et arrive ce truc là, design thinking, tous les designers disent oh là là, mais si on n'a pas attendu le design thinking pour que le design pense, etc. etc. Et moi, le premier, je me suis dit, en fait, attends, mais c'est génial, quoi. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a un terme qui va être entendu par les décideurs dans une organisation, privée ou publique. Et donc, ça va faire le boulot à notre place, quoi, qu'on n'arrive pas à faire depuis des années où on laisse le design à un niveau pas assez grand pour avoir des projets suffisamment intéressants. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, moi, Sismo n'est pas du tout un spécialiste du design thinking, hein. C'est juste que nous, on s'est dit, bien sûr qu'on va aller au fight et se confronter aux gens qui ont envie de faire du design thinking, du design comme du design thinking, c'est-à-dire plutôt des agences de conseil, en fait, hein, qui ne sont pas de cet univers-là. Et puis le design thinking va s'étouffer, va mourir de sa belle mort, et je pense pas que ça va devenir... il restera le design, et puis c'est très bien, sauf qu'il sera monté d'un cran dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment important à mon avis de le dire, que pour moi c'est un épiphénomène, comme il y a eu le design management dans les années 80, comme il y a eu le design global un peu avant. C'est un vocabulaire, mais c'est un vocabulaire qui a été plutôt une opportunité pour nous, parce qu'on l'a prise comme ça, qu'une guerre de tranchées sur des vocabulaires. À mon avis, c'était pas nécessaire de le prendre comme ça. Et ensuite, sur le périmètre sur lequel on travaille, je pense que les gens viennent nous voir quand ils ont des... Il y a un client un jour qui a dit ça, mais je trouve ça assez juste, c'est on est perçu comme l'agence touriste. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu, quand tu as un cahier des charges qui est très ouvert, que tu sais pas trop comment le prendre et tu sais pas qui le confier, tu appelles les Sismo, quoi.
Parce que justement la diversité de l'équipe, tu as cité beaucoup de designers, architectes, etc. Mais surtout la particularité, c'est que c'est souvent des gens qui ont des doubles profils. Donc l'architecte, il va être ingénieur. L'ingénieur, il va avoir fait une formation de design matériaux. La personne qui fait de la creative stratégie, elle a fait Sciences Po et puis après elle a fait un passage à Strat dans une école de design. Donc c'est plutôt cette espèce de mixte entre connaissance et compréhension de la façon dont on peut porter des projets un petit peu complexes, la complexité peut-être, c'est peut-être ça le bon vocabulaire, et la capacité à le transformer en un projet de design. Une question complexe que tu transformes en un projet et du coup une exécution design qui permet, et ça c'est vraiment la valeur que je vois dans le design aujourd'hui tel qu'on le pratique, c'est comment tu aides les gens à identifier un projet que tu vas exécuter par le design, que ce soit du digital, de l'architecture, du produit, du service, etc. Et que cette exécution va te permettre d'aider l'organisation à changer. En fait c'est ça je pense le sujet, c'est de dire le design pour moi c'est un métier d'influence, c'est pas un métier de réinvention, c'est pas un métier de on va faire tout neuf et ça va être génial, c'est un métier au contraire où on met des petites, voilà, comme dans une rivière qui coule, là, c'est nous qui mettons les petits cailloux pour que le truc change un petit peu de lit si on pense que c'est intéressant que change de lit et pourquoi faire. Voilà, dans quelle rivière ou pour quelle. Et après, ce qui est très passionnant, moi j'ai toujours ces discussions assez enragées avec les designers qui refusent ou ne savent pas, ou je ne sais pas comment le dire, travailler dans les grands groupes. Moi j'adore ça parce que je trouve que d'une part, tu es en confrontation avec des gens pour lesquels tu es obligé de faire beaucoup de pédagogie sur ce qu'est le design, mais en respectant des gens qui sont souvent très bien formés, intelligents, etc. C'est loin d'être des corneaux, quoi. Et d'autre part que quand tu travailles pour un grand groupe, en fait, bien sûr, ton impact il semble minime, mais si tu arrives à faire prendre 1% de biais à un Saint-Gobain par le travail que tu fais, 5 ans après, 1% ça fait une distance, quoi. Et tu peux dire à ton petit niveau de designer que tu as participé au fait que Saint-Gobain aujourd'hui préfère présenter les choses sous la recherche du confort que la recherche de la performance. C'est bien, c'est chouette, quoi. C'est long, c'est dur, il faut pas que le designer, enfin en tout cas moi je pense pas que le designer doit se sentir omniprésent, omnipotent dans ce rôle-là. Et par contre, il a un vrai rôle d'influence un peu politique créative, quoi. Oui, c'est presque plus challengeant de travailler pour des personnes qui a priori sont pas forcément éthiques. Éthique, c'est un mot. Oui, voilà, je trouve qu'il y a aussi une méfiance à avoir, ou pour l'instant, voilà. Ceux qui sont peut-être un peu diabolisés, on va dire. Ouais. J'entendais ce matin, je trouve ça, par rapport à ce que tu dis là, tu vois, je trouvais ça très juste, avec quelqu'un qui a écrit un bouquin sur l'hypocrisie. Et je trouvais que la façon dont on parlait de ce bouquin était intéressante, c'est de dire faisons attention quand même à pas être dans une société où on va gommer le fait que l'humain est complexe, quoi. Et que c'est ou tout noir ou tout blanc. Enfin, il y a les méchants d'un côté qui pourrissent la planète et les gentils qui vont caresser les vaches et manger des carottes bio, quoi. Non mais c'est vrai, l'humain reste complexe. Et je trouve que le design, l'humain, il y a des jours où il est pas très beau et c'est le même pourtant que le lendemain où il peut être bien. Et je trouve que le design, il doit avoir cette force d'essayer de travailler sur cette réalité humaine et pas essayer de la simplifier, pas essayer... Enfin, je sais pas, moi, on peut tous se présenter en tant que designer en mettant les plus belles photos sur Instagram, en disant qu'on a une vie merveilleuse, qu'on fait les plus beaux projets, les plus engagés, que dès qu'on touche un truc, on fait qu'avec du bois raisonné, des trucs, des machins. Ok, on fait ça. Mais après, on a fait quoi en gros, quoi, tu vois, à part se faire plaisir et se dire entre copains qui nous ressemblent que finalement ça se passe bien. Qu'est-ce que tu as bougé dans tu vois, la société? Qu'est-ce que tu as vraiment bougé? Est-ce que moi je pense qu'il faut aller au fight, quoi. Moi je pense que le design quel est l'architecte qui disait ça sur l'architecture qui est un sport de combat, mais le design il a besoin d'être aussi un peu comme ça, quoi. Il a besoin d'être un peu un sport de combat parfois et de surtout pas nier la complexité humaine. Je pense que ce serait une grosse erreur créative de se dire que dans un cahier des charges on va faire comme si on était des gentils bisounours et qu'on est entre gens bien, donc on va faire un truc propre, quoi.
malheureusement, je crois que ça tient pas bien. C'est pas avancé en tout cas. Non, C'est ça ne se fait qu'une pas petite avancer. partie, Et ça puis, fait stagner. voilà, aujourd'hui, on fantasme sur des marques, des Apple, des trucs, des machins. C'est parti d'une idée d'un mec qui pensait qu'on allait penser différent, quoi. Bon, bah, c'est compliqué pour lui aussi, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Ouais, cette marque, elle est super, en même temps, est-ce qu'elle est si super que ça aujourd'hui? Est-ce qu'elle ne devient pas un petit peu prédatrice de tout un univers? Enfin, et pourtant, la base du travail est bien. Enfin, c'est compliqué, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, si c'est pas compliqué, moi, ça me semble plus louche. C'est plutôt ça. Je suis plus suspect, enfin, j'ai plus de suspicion pour des univers où tout paraît absolument parfait que quand il n'y a pas de complexité humaine, je me méfie. Non, c'est vrai, hein. Ça cache souvent un risque de retournement pas très joli, quoi. Je fais un petit lien, enfin, justement, complexité et la manière dont vous allez répondre. On peut penser parfois que, en tout cas pour certaines personnes, le design va être là pour créer des expériences qui vont être nouvelles ou qui vont en tout cas avoir évolué. Et souvent on peut avoir l'impression que ça va du coup lisser pour que l'utilisateur puisse avoir l'expérience la plus lisse possible. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout là-dedans, que vous cherchez au contraire aussi un petit peu l'endroit où ça va peut-être se rencontrer et où il va y avoir des choses qui vont amener aussi l'intelligence. Bah, ouais, de l'intelligence ou de la justesse ou de la complexité ou du grain, de la granulométrie. Il y a un truc que j'aime bien dire dans l'expérience. L'expérience, c'est finalement, je voulais être qu'ici, donc c'est un lieu. Je voulais être qu'avec vous, que c'est des personnes. Je voulais faire que ça, en train de faire quelque chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je m'en souviendrai. C'est ça l'expérience. Si je ne m'en souviens pas, bon. Et si vous pensez aux dernières expériences que vous avez vécues, dont vous vous souvenez, il y en a probablement des très bonnes, il y en a probablement des moins bonnes, mais c'est quand même, ça fait partie de l'enrichissement de votre vie, quoi. C'est pas, et moi pareil, quoi. Je veux dire, et des moments difficiles, bah ouais, bah après, ce qui est, enfin là, on va commencer à faire un peu de philo, mais ce qui est compliqué, alors, on bosse beaucoup sur un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle la chaire de philosophie à l'hôpital avec la philosophe Cynthia Fleury. Et Cynthia, elle dit finalement, dans des moments vulnérables de la vie, le plus dur, c'est d'arriver à en faire un récit. C'est-à-dire, et l'expérience, c'est ça, c'est quand tu es arrivé à faire un récit de ce qui se passe, quoi. Et le récit, tu peux faire, tu as eu un très bon moment, tu étais avec ton amour sur un endroit que tu adores, etc. Ok. Le récit, il est facile à faire. Quand c'est dans un moment de complexité, tu t'es fait larguer à un moment, que truc, que machin, t'as pas du tout compris, il faut que tu arrives à faire ton récit, quoi. Ou t'es tombé malade à un moment inattendu, etc. Et ça, c'est plus dur. Et je trouve que ce que doit faire une expérience, c'est t'aider à faire le récit. C'est très différent de t'aider à faire un récit parfait. C'est t'aider à faire un récit de ce que tu as vécu. Et ça, je trouve que c'est assez pointu parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des moments de crispation. Il y a sûrement dans les expériences que vous avez vécues, si tout le monde fait l'exercice, des expériences où, a priori, pas grand-chose se passe bien, mais pourtant il s'est passé un truc. La journée, il a plu toute la journée, etc. J'étais avec des gens que c'était pas très agréable, mais hop, à un moment, par hasard, j'ai rencontré cette personne et il y a eu un truc tellement fort qu'en fait, j'ai l'impression que ma journée, elle a été... je m'en souviendrai. C'est ça une expérience quand même. Si vous voulez tirer une première carte. J'ai le choix ou... Oui, bien sûr. Alors, pertinence, impertinence. Donc ça, c'est très Sismo, ça. C'est un journaliste qui a dit ça, qui s'appelle Jean-Charles Gatté, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, qui était le fondateur de Design Facts, donc qui est vraiment la lettre du design que les designers produits à l'origine reçoivent le lundi matin. Et je trouve que ça reste très juste. Je pense que c'est un bon équilibre, essayer de voir si, quand tu fais une réponse en termes de design, est-ce que tu es toujours pertinent, parce que c'est important, mais est-ce que tu gardes ton impertinence, c'est-à-dire ta capacité aussi à surprendre dans la façon dont tu réponds, parce que ça rejoint l'expérience, parce qu'il faut qu'il y ait du grain. Si c'est juste pertinent, c'est chiant. Si c'est juste impertinent, c'est chiant aussi, parce que des designers qui sont toujours impertinents en permanence, au bout d'un moment, tu les crois plus, quoi. Tu vois, tu as un côté, tu me dis ça depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je vois les projets que tu fais, non, c'est pas vrai, ils sont pas tous impertinents. Il y a des trucs que je les mettrais dans une autre agence, ça serait juste un projet chiant, quoi.
Donc voilà, il faut l'accepter aussi. Voilà, que dans la production qu'on a, et qui n'est pas linéaire, on fait beaucoup de choses. Il y a des trucs. Il y a des trucs qu'on peut raconter enfin, une sélection de photos. Moi, j'ai fait que des trucs merveilleux dans ma vie, quoi. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. La réalité, c'est que j'ai fait aussi des projets merdiques. Et que j'aime bien expliquer pourquoi. J'aime bien expliquer là où soit nous, on s'est trompé, soit le client, on s'est trompé. Enfin, généralement, on se trompe à deux, hein, mais là, l'écueil qu'on n'a pas vu, puis parfois, c'est pas du tout lié à la création. Hein. C'est par exemple lié au fait que moi, qui suis designer à l'origine, qui suis plutôt dans une mouvance de réflexion créative, etc. Je me retrouve à un moment avec Sismo qui fonctionne, donc j'embauche des gens, je sais pas faire, c'est pas mon métier à la base. Donc je me retrouve avec une petite entreprise et qu'en fait il y a des moments où tout ce que j'essaye d'amener en termes j'allais dire créatifs sur le design, bah, ça passe dessous parce que je suis hyper stressé sur le fait que je dois sortir 10 salaires, 20 salaires, 30 salaires à la fin du mois. Et ça, c'est la réalité, et ça m'énerve quand les gens ne le reconnaissent pas. Je veux dire, il y a tous les designers qui fonctionnent quand on soit peu, quels qu'ils soient, quand je dis fonctionner, qui font ce qu'ils ont envie de faire, oui, que cette réalité, elle existe toujours. Alors, réalité économique ou autre, hein, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on commence à faire des designs avec des beaux projets qu'on arrête de vivre sa propre réalité dans la société et ses complexités. Mais c'est un métier où on aime bien montrer que tout est magique. Quoi. Non, on parle jamais d'argent. Non, on n'a jamais de problème. Alors que, au contraire, le design, je trouve ça sain. Peut-être des clients à régler des problèmes. Donc, est-ce que toi, tu peux dire que tu n'en as jamais parce que tu les règles en permanence? Je ne suis pas si sûr, mais... Si vous disiez qu'il y avait des projets sur lesquels vous étiez planté ou... Oui, même beaucoup. Mais dans quel sens? C'est-à-dire dans la réponse ou dans le résultat. Vous auriez aimé Dans le résultat, t'es pas très content, finalement, t'es un peu déçu, tu l'as fait plus vite que ce que tu aurais aimé, t'as pas eu les moyens que tu voulais, les moyens de temps, d'argent, de compétences. Et puis du coup, des fois, c'est un peu naze, quoi. C'est un peu naze, parfois c'est dû au client, hein. Tu essaies de lui expliquer un truc, tu crois qu'il a compris, en fait il a compris autre chose, donc il te demande des choses que toi tu comprends pas, et puis au bout de 4 semaines, 5 semaines, tu t'aperçois que tu fais n'importe quoi. Et que lui aussi. Donc ça peut être ça peut être une rencontre humaine qui se passe pas. Le mec au début tu le sens bien et tout, puis en fait tu vois que tu peux pas humainement, t'arrives pas, quoi. Tu arrives pas, et lui non plus, hein. C'est pas qu'il y a des cons d'un côté, et je connais tous le con de quelqu'un, mais voilà. Et par contre sur des très beaux projets c'est le contraire. D'un coup tu rencontres quelqu'un, tu te dis, le mec il n'a pas la même vision que moi, mais par contre c'est une sacrée locomotive, il va porter le truc, etc. Tu peux t'appuyer sur lui, c'est le cas pareil du Domolab, hein, si on reparle de ça. Le directeur de la recherche de Saint-Gobain dit, mec, il y a quelqu'un, quoi. Il y a quelqu'un, mec, il a une conviction, quoi. Il sait la porter, et il sait bosser dans une boîte. Il a une idée, il a une expérience, et il sait comment porter une idée forte dans une boîte. Donc sans ça, t'as pas de gros projet, je veux dire, ça n'existe pas. Seul dans ton coin, tu peux éditer ce que tu veux, faire des petits objets, on l'a beaucoup fait nous au départ, et dire que le reste du monde n'existe pas, mais quand tu commences à faire des gros projets que tu dois faire avec le reste du monde, c'est important que les gens en face ils aient de la conviction avec toi. Ça veut pas dire la même, hein, mais oui, ils aient de la conviction avec toi. Il y a des choses à porter ensemble. Ouais. Si c'est juste parce qu'ils t'envoient un cahier des charges en te disant salut Coco Designer, je vais faire un truc pour telle personne, alors il me faut que tu me fasses un truc qui exprime l'onctuosité. Bon, ça moi je sais pas faire, hein. C'est pas une question, quoi. C'est une réponse. Quand t'as la réponse dans la question, faut jamais répondre. Il faut reformuler la question. Oui, voilà, mais jamais. Est-ce que tu peux me dessiner un produit qui exprime l'onctuosité? Il faut dire non. C'était sur une deuxième carte. Vos outils. Nos outils, en fait, au départ, c'était des outils. Je sais pas si c'est des outils, quoique. C'est des outils dans le sens où c'est des outils de dialogue. Au départ, on avait commencé. C'était le premier gros projet. C'est une femme qui était patronne d'un très grand groupe familial dans le jouet, qui, je ne sais pas par quel miracle, nous a fait confiance sur un projet super stratégique, mais genre on savait rien faire, quoi. On y est allé en lui disant que, en fait, ce qui l'avait bluffé, c'est qu'elle nous avait fait visiter son showroom.
Puis c'était tellement flagrant qu'elle avait des designers en interne et puis elle faisait appel à des agences qu'on lui avait dit bah, ça c'est fait en interne, ça c'est fait en externe, ça c'est fait en interne, ça c'est fait en externe. Mais c'était, puis elle était là. Elle s'est dit ah, eux ils ont vu, ils voient un truc quoi. Et donc elle nous a dit bah, vous allez m'aider à faire des outils qui permettent un peu de charter un peu le design de tous les trucs qu'on fait, sachant qu'il y avait des trucs dans tous les sens. Donc on a dit oui, pas de problème, etc. Et on est rentré dans notre petit appart au début, et on a commencé à se dire bon bah il faut qu'on fasse des outils qui permettent de positionner le design. Et surtout un truc qui nous ressemblait beaucoup, de dire bon, on n'essaye pas de définir qu'est-ce que c'est que le design, mais à quoi ça va servir dans le projet. Donc on a pas mal travaillé à ce moment-là pour commencer à définir des outils, et notamment c'est à ce moment-là qu'est sorti un des outils principaux qui s'appelle le carré magique, qui est inspiré d'un outil qui est le carré de Greimas. Et le carré de Greimas, c'est un gars qui a réfléchi sur la sémantique, sur est-ce qu'on pouvait séquencer la façon dont les auteurs en littérature écrivaient, en termes de style. Donc le principe du carré de Greimas, c'est que tu as 4 angles avec que des opposés. Donc par exemple, si tu es femme, c'est pas homme, si tu es ange, c'est pas, etc. Et donc nous, on a fait la même chose sur le design, en disant, bah voilà, on va dire, pourquoi je veux faire du design ? Pour améliorer les usages, pour innover, pour faire du style, pour donner du sens. Et les vélos. Voilà, les vélos, et on faisait faire l'exercice au départ des vélos. Vous nous citez un vélo design, et puis tous les gens, suivant leur culture, citaient un vélo différent. Donc comme le problème c'est pas le vélo, tout le monde sait ce que c'est. La question c'est le design, et donc ça permettait de se dire, bah ouais, effectivement, nous, quand on dessine tel truc, on a plutôt envie d'être dans un projet innovant. Et après, de dire, bah, les concurrents, ils sont où ? Ah bah eux, moi, la perception que j'ai, c'est la perception que j'ai, c'est pas la réalité. La perception que j'ai, c'est qu'eux, ils sont très innovants, ou eux, ils sont pas du tout innovants. Et là, on commence à dialoguer. On dit, oui, tu dis ça pourquoi ? Parce que c'est du carbone, parce qu'il y a de l'électronique, parce que je sais pas quoi. Et on a commencé à travailler ces outils de dialogue, et donc c'est devenu un peu notre marque de fabrique, le dialogue. Qui a été quelque chose qui a vraiment poussé le fait qu'on voulait garder de la diversité, le fait qu'on était surtout dans des univers où il n'y avait pas beaucoup de designers en fait à l'origine, donc avec une grande nécessité de faire de la pédagogie. Et on a continué à développer ces outils-là, et puis à un moment, la directrice à l'époque, Elsa Frances de la Cité du Design à Saint-Étienne, qui était en train d'ouvrir, avait vu ces outils et nous a dit moi je vous confie l'expo inaugurale, et vous faites une expo inaugurale sur cet outil principal qui est le carré magique, pour expliquer au grand public et aux professionnels comment on peut naviguer dans une cartographie mondiale, mondiale c'est un grand terme, mais en tout cas internationale du design. Donc on avait sélectionné 200 projets, et on rentrait par le centre, on pouvait rentrer par là où on était. Ça aussi c'est quelque chose qui nous ressemble beaucoup. Pour toi le design c'est du style, et tu penses que c'est une lampe noire avec un filet rouge, ok. Donc tu commences par ça, puis petit à petit tu t'aperçois que ça, si tu es capable de dire que c'est du design, la lampe d'à côté qui est peut-être conçue un peu différemment, un petit peu plus innovante, c'est aussi du design, etc., etc. Puis les gens se baladaient comme ça dans tout un panorama du design qui allait c'était très drôle, il y avait des étagères de Charles Perriand jusqu'à des produits prospectifs de Yamaha Music Japon. Donc à l'opposé, avec du coup des grandes surprises. Tu arrivé à expliquer au grand public mais pourquoi une étagère qui te semble ressembler à une étagère Ikea vaut 120 000 €. Qu'est-ce qui se passe dans le design pour que ça arrive, quoi. Et du coup, tu peux vraiment parler de ce qu'est le design. Pourquoi à ce moment-là, Charles Perriand, ce type de mobilier, ça n'existait pas. Et puis, elle a vraiment inventé quelque chose, etc. Et pourquoi, qu'est-ce que c'est que collectionner le design ? Et à l'opposé, qu'est-ce que c'est que de faire la prospective, etc. Et ça a été pour moi un projet très très marquant pour Sismo, parce que d'une part, ça a été très compliqué parce qu'on ne savait pas faire cet exercice d'exposition. Qu'on a commencé ça par une expo énorme qui faisait 1400 mètres carrés, 220 références, et que Elsa nous a confié tout, le commissariat, la scénographie, le catalogue, la signalétique, tout. Et c'était génial. Moi j'ai adoré ça, parce que du coup c'est devenu aussi un peu quelque chose qui nous touchait beaucoup, qui est de dire comment tu racontes aux gens et comment tu essayes d'être didactique sur ce qu'est le design et le transmettre en dehors des petites chapelles qui ne sont pas très intéressantes.
Et à partir de ce moment-là, on a fait quasiment une expo par an, dans des univers très différents, jusqu'aux arts et métiers, sur le lien entre les inventeurs et les designers innovants. Donc là, et de plus en plus en prenant des pièces de collection de grands musées français, qu'elles soient des pièces techniques ou de design. Et c'est devenu vraiment un moyen de réfléchir à ce que devenait le design qui nous a toujours beaucoup intéressés. Et au fur et à mesure des collaborations, cette volonté de créer des outils de dialogue, cette volonté de bien comprendre et d'expliquer ce que devenait le design, a fait qu'on a fait des outils. Voilà. Et les outils, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et ça peut être, donc il y a la cartographie de l'expérience, il y a matrice créative, qui est un truc assez intéressant, qui permet un peu de décomposer la façon dont on voit les solutions d'un projet. Et ça permet un petit peu, je trouve, en tout cas pour moi c'est très important, de donner une projection mentale à ce que tu construis avec le client. Et de sortir du j'aime, j'aime pas. Oui. Mais d'être vraiment dans... Tu as le droit de dire j'aime, j'aime pas, mais essayons au moins de parler à la même chose. Quoi. Voilà, c'est un langage commun. Voilà, essayer d'avoir un langage commun. Et d'ailleurs, en parlant de ça, souvent ce que je dis sur les projets, c'est la première des choses avec un client, c'est de partager le même vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le design? On va innover, on va faire du style, autre chose. Une fois que tu as le même vocabulaire, tu peux partager le même imaginaire. Donc pour toi, c'est quoi ce que tu es en train d'imaginer sur ce projet? C'est hyper important. Si on parle ensemble de demain, qu'est-ce que c'est que le futur d'une grande marque comme Orange, là, tous les trois, vous avez tous un imaginaire sur la marque, on a tous un imaginaire sur cette marque qui va être différent. Donc il faut déjà qu'on le mette à plat, voir si on parle bien de la même chose. Si on est... Et après, tu peux te dire que tu vas vivre une expérience commune, que tu vas construire une expérience commune. Mais ce vocabulaire, cet imaginaire, il est prépondérant. Et sachant il faut accepter que les gens n'aient pas le même imaginaire. C'est-à-dire qu'une marque n'est pas là non plus pour lisser un imaginaire. Donc c'est complexe. Encore la complexité. Ouais. Dernière carte. La commanderie. La commanderie, c'est un lieu qu'on a qui est au centre de la France, qui est une commanderie hospitalière qui date du XIIe siècle et qui est un bâtiment historique classé. Et c'était alors ça j'aime bien l'idée parce que je pense que c'est un rêve de gamin et à Fred et à moi, alors qu'on ne se connaissait pas, mais d'avoir quelque chose lié au bas Moyen-Âge et que Sismo nous a permis de faire. Je pense qu'aussi avoir une implication dans le design, c'est aussi pour soi avoir la possibilité de construire des projets un peu plus grands que soi. Et c'est ça qui nous a permis d'arriver à ce projet-là. Et aujourd'hui, c'est un projet qu'on raconte à nos clients en disant c'est être au cœur et avoir du recul. On est ici au cœur, on est dans le triangle magique du design, ce que j'aime bien dire. Hein. Tu as le BHV, tu as le commerce, Pompidou, la plus grosse collection de design en France hein, quand même, les arts et métiers, plus grosse explication de ce que c'est que la sociologie d'innovation en termes de collection. Et là-bas, c'est prendre du recul. La Creuse, c'est un territoire qui est hyper intéressant, très très rural, assez pauvre, du coup le marketing n'a aucune prise. Et où il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que dans le rapport que tu as avec les gens, l'argent est un des derniers moyens. Alors qu'ici c'est un des premiers. C'est-à-dire que dès que tu veux faire quelque chose, tu te rends service, t'aides, t'échanges, tu troques, etc. Mais payer pour avoir, bon, c'est pour toutes les petites choses du quotidien, c'est quasiment jamais quoi. Donc c'est assez intéressant de voir comment tu peux aider les gens que tu amènes là-bas à réfléchir aussi différemment. Il y a des grands mouvements, notamment autour du digital, notamment sur la façon dont tu réfléchis à l'éthique qui doit arriver sur les services qui sont proposés, etc. Time well spent, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as des lieux pour vraiment réfléchir à ça? Là-bas, tu peux réfléchir aussi à ce que c'est que le développement durable dans le sens qui est. Et puis, tu peux aussi remettre en action le corps, ce qui est très important. Dans le design, on est en train d'un peu de perdre ça, parce que justement, on réfléchit beaucoup, mais voilà, là-bas, on fait forger les gens, il y a beaucoup de cailloux à transporter, il y a beaucoup de choses à faire qui permettent de vivre une expérience commune qui est particulière. Donc, c'est un très très beau projet qu'on est en train de beaucoup plus pousser cette année. C'est très important pour nous de voir le lien de cette expérience-là.
Et cette expérience, ça va aussi avec le fait que je pense que pour moi, l'image que j'ai de Sismo demain, c'est que les gens viennent vivre une expérience autour du design et régler un problème par le design. Mais c'est un truc global, il faut qu'il se passe quelque chose. Et pour les gens en interne aussi, c'est-à-dire que si on veut que ça reste un lieu créatif, etc., il faut que ce soit un lieu de vie, de vitalité qui dépasse le simple cahier des charges d'un projet. Donc la commanderie pour ça c'est très, très important pour nous. Et donc techniquement, vous y allez, tous les Sismo y vont à un certain moment? Alors là par exemple on y va tous fin mars, donc bientôt. Donc il va faire très très froid. Il n'y a pas de chauffage là-bas, le bâtiment est dans son jus. Mais voilà, enfin tous, pas tous, ceux qui veulent. Et du coup on va se retrouver à je pense 15 ou 20 là-bas. Et on y est allés tous en fin août aussi, on essaie de monter des workshops aussi avec les clients, etc. Et puis c'est un lieu où ça se partage aussi, s'il y a des gens ici qui me disent moi j'ai envie de faire un truc là-bas, on essaie de l'organiser. Moi, je trouve que la vocation aujourd'hui de l'équipe Sismo, c'est mon rôle à moi, de fondateur de Sismo avec Fred, c'est de voir comment les gens comprennent l'ensemble de l'écosystème là, dont on vient de parler pendant ces premiers moments. Parce que finalement, si on a la compréhension de tout l'écosystème, on peut être juste dans la façon dont on interagit sur les projets. Donc ici, il y a quand même beaucoup de transparence, il y a beaucoup de responsabilité qui est donnée aux gens, on essaie de transmettre. Ça se fait pas, là encore, je ne suis pas un bisounours, c'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est la volonté qu'on a de permettre à chacun d'embrasser l'ensemble de ce qu'est l'écosystème de Sismo. Et l'écosystème, il a des trucs qui sont super, plein de projets très différents, il a des trucs qui sont super, on rencontre plein de gens, etc. Il y a des trucs pour les gens qui arrivent qui sont super, c'est qu'aujourd'hui, après 20 ans de boulot, vu les projets qu'on a fait, on est quand même capable d'amener sur des projets des gens qui sont quand même d'une qualité intellectuelle ou qui est vraiment très très grande qualité. Et puis il y a des trucs qui sont plus durs, plus durs oui, qui sont à gérer aussi, l'économie, le temps qu'on passe tous à bosser, etc. Mais ça c'est un écosystème global qui est intéressant à embrasser et à montrer à tout le monde. Voilà, pas là encore, pas essayer de faire semblant. On fait tous, la tendance elle est forcément de vouloir raconter le truc sous l'angle de la belle histoire, mais je pense que la belle histoire elle vient aussi parce qu'on accepte que dans la belle histoire il y a beaucoup de réalité, d'humain, et que des fois c'est plus complexe que ce qu'on aimerait. Et tant mieux. Ouais, heureusement au final, parce que c'est vrai que si c'était pas complexe, on aurait un peu... on s'emmerderait quoi. Ouais. Est-ce que vous auriez du coup un projet dont vous pourriez nous raconter l'histoire de sa genèse à sa finalisation, et peut-être dont on pourrait voir une matérialisation aussi, un projet sismique? Ouais. Je peux aller chercher, vous me laissez une seconde là, que j'ai le temps de vous ramener quelque chose. Du sens dans l'utile. Alors je vous ai amené ça parce que je trouve que dans une progression ou une carrière, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas une histoire de designer, il y a quand même à chaque fois des projets qui sont un peu des projets un peu cliquetis quoi. Tac, ça vous fait passer un cran parce que vous apprenez beaucoup, parce que vous avez rencontré des gens qui vous font confiance, parce que la taille du projet est un peu différente de ce que vous avez l'habitude de traiter. Et celui-là, je pense qu'il est quelque chose, qu'il est vraiment un projet. Donc, du sens dans l'utile, c'est un livre qui a été écrit par Françoise Darmon, qui est une personne qu'on apprécie beaucoup, qui reprend en fait 8 grands projets qui sont 8 grandes collaborations entre des créateurs et une grande entreprise. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça permet de pousser un petit peu ce qu'est un projet, et dans chaque projet est interviewé la personne qui a porté le projet en interne dans l'entreprise et le créateur. Donc pour essayer de comprendre ce qui a fait que ça a été possible. Donc pour moi, c'est vraiment un projet du sens dans l'utile, c'est vraiment pour moi une façon de montrer que d'une part la relation créateur-entreprise est hyper importante, et d'autre part que cette relation peut être très différente. Et là donc on va avoir aussi bien Victor et Rolf et
Anne Rolfe et L'Oréal Luxe, que Jean Nouvel et Galeries Lafayette, que Rem Koolhaas et la fondation là, qui va ouvrir juste à côté, Rostov Grove avec Renault, voilà, Nathalie Grasset avec la Fondation de France, et donc le projet Saint-Gobain Les Sismos sur le Domolab. Et donc ce projet, au départ, est une question du directeur de la recherche qui était aidez-moi à faire en sorte que 5% des clients qui me poussent à innover dialoguent avec mes chercheurs. Parce que mes chercheurs trouvent des produits, puis ils arrivent sur le marché, puis en fait c'est soit trop cher, soit il n'y a pas d'usage, donc il y a un risque de perdition qui est assez fort. Donc la question était assez liée à, comme souvent dans une entreprise un secteur public, en gros il y a un truc qui fait mal, quoi. Il y a un problème et tu ne sais pas trop comment l'adresser. Et donc la méthode un petit peu qu'on utilise, c'est que la première des choses qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de dialogues, comme on en a parlé, donc beaucoup d'interviews pour essayer de comprendre et d'écrire qu'est-ce que c'est que la culture de l'innovation de l'entreprise ou de la personne avec qui on bosse. Quand je dis ça, c'est qu'en fait on s'aperçoit que la sociologie de l'innovation, donc la culture de l'innovation de l'entreprise, fait que la réponse ne peut pas du tout être la même si c'est un concurrent direct du même secteur qui fait le même métier. Entre Saint-Gobain et Lafarge, les cultures d'innovation, parce que c'est des boîtes qui sont vieilles, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu arriver à ce résultat avec un concurrent direct. Donc c'est bien comprendre comment... moi j'aime beaucoup l'idée qu'un projet de design, ça s'écrit avant de se dessiner. C'est-à-dire que tu vois, il faut d'abord entendre les gens, voir le vocabulaire qu'ils utilisent, voir comment tu vas articuler ça, comment tu vas raconter les choses, quel va être le récit du projet, et ensuite tu peux commencer à dessiner et essayer de prendre le stylo qui est celui qui donne le style du projet le plus tard possible. Parce que finalement le style c'est la peau du projet, c'est pas ni l'âme ni le squelette, c'est la peau, c'est à la fin. Donc ça, au départ, tout ce travail d'enrichissement. Après, un travail qui est un travail de scénarisation, généralement de façon collaborative, c'est-à-dire qu'on apporte beaucoup de matière, on fait réfléchir les gens sur les pistes qu'on a, on leur amène le plus possible de culture, et ça fait plusieurs fois que j'emploie ce terme, mais c'est à dessein, quoi. C'est-à-dire qu'une culture d'entreprise, elle a besoin aussi de se nourrir de cultures d'autres univers, qui ne soient pas que des univers d'entreprise. Ça nous est arrivé d'emmener des clients au théâtre, sur un projet. C'est-à-dire de dire, ok, là on réfléchit à un truc, il se trouve qu'il y a une pièce qu'on a vue qui nous semble intéressante, allons-y tous ensemble. Alors, dans les 10 personnes qui étaient venues, il y en avait 8,5, on va dire, qui faisaient des yeux en sortant, qui étaient là. Pourquoi ? Bon, j'ai pas compris le lien, en tout cas je vois pas comment ça va m'aider pour ma création, mais je pense que c'est très important d'essayer de tenter des trucs. Voilà. Donc on enrichit cette culture, on commence à dessiner des scénarios, etc. Et une fois qu'on a dessiné le scénario, on essaye aussi de voir comment ce scénario, quels vont être les métiers qui vont aider à réaliser ce scénario. Donc quand je dis les métiers, c'est les métiers du design, donc peut-être que c'est l'architecture, peut-être c'est du produit, du service, du digital, de la formation, un nouveau business model, tout peut être envisagé. Et une fois qu'on définit cette scénarisation, on va, et c'est une des choses qu'on aime très bien faire ici, parce que ça vient vraiment de notre culture du design industriel au départ, c'est qu'on va le prototyper très rapidement. Donc ça c'est un truc qui est assez drôle, parce que c'est assez ludique aussi, c'est un côté un peu colonie de vacances, mais par exemple quand on prototype un hôtel pour Accor, c'est assez génial, quoi. On prend une camionnette, on met les meubles qu'on a dessinés, les services, les maquettes digitales, etc. On arrive devant l'hôtel, on vide tout en demi-journée, on re-remplit le truc, et puis on teste avec les vrais clients qui ne sont pas prévenus, et donc il y a plein de médiateurs qui font des trucs, on observe, on filme, etc. Ça c'est assez jouissif, quoi. C'est assez intéressant. Petit laboratoire. Voilà, sur place, un petit laboratoire d'usage direct, et on l'a fait pour les hôtels, pour Pôle emploi, pour l'éducation nationale, pour plein de trucs, et c'est assez marrant c'est des univers souvent où tu te dis c'est pas possible, quoi. Prototyper une agence Pôle emploi, c'est génial parce que tu as plein de contraintes hyper fortes. Et une fois qu'on a ça, après on passe dans une boucle d'amélioration continue un peu itérative où on va mettre au point tout ce qu'on a défini, dessiné, mis en forme d'usage, et puis on va les exécuter de la meilleure des façons possibles.
Et c'est vraiment ce qu'on essaye de décrire dans ce projet Ludomolab, donc qui est passé par toutes ces étapes-là. Comme c'est un projet qui avait beaucoup d'impact dans l'entreprise, il y a eu vraiment du temps de réalisation et de travail assez important. Voilà, juste pour vous montrer. Voilà, par exemple, ça, c'est un des premiers boulots qu'on avait fait pour écrire le projet. On voit qu'en fait, ce qu'on écrit, c'est plus la façon dont va se dérouler l'expérience et comment on pourrait l'incarner qu'un dessin en termes de style. C'est-à-dire que le dessin en termes de style, il vient après. Mais d'abord, ce qui était très important, c'était de dire, en fait, pour votre culture, ce qu'il faut, c'est que on va changer le mode de relation aux matériaux et à vos marques, c'est-à-dire qu'on arrête de dire vous êtes les plus performants du monde, ça, ok, on va dire vous êtes ceux qui aident tout le monde à ressentir, à être dans le confort. Qu'est-ce que c'est que le confort? Vous, votre truc, c'est d'aider les gens à ce que les lieux dans lesquels ils construisent soient des lieux de confort. Donc pour ça, il faut ressentir ce que c'est que la notion de confort. Donc on a fait des modules dans lesquels on va ressentir le confort thermique, avec des problématiques de ressenti qui permettent d'expliquer ce que c'est que le confort thermique, pareil sur l'acoustique, pareil sur la lumière, et avec un truc qui est quand même incroyable pour une boîte d'ingénieurs. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut quelqu'un là qui puisse porter ça de façon très forte. C'est d'une part ce lieu-là et ces expériences-là, il n'y a pas un texte pour expliquer ce qui se passe. C'est une expo sans cartel, quoi. C'est-à-dire que c'est que de la médiation. Donc pour une boîte d'ingénieurs, c'est très compliqué de dire c'est pas un showroom, t'as pas tous les matériaux, t'as pas expliqué combien ça coûte et ce que ça fait, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était d'assumer de dire que quand tu retournes le truc en passant de la performance au confort, tu acceptes que là, on est dans la même pièce, il fait 20 degrés, mais peut-être que toi, t'as froid et que t'es pas bien, et peut-être que toi, tu trouves que c'est super confortable. Et vous êtes tous les deux légitimes. C'est-à-dire que du coup, on passe aussi dans quelque chose, on n'est pas dans l'injonction en disant moi j'ai le meilleur matériau, je te dis que ça fait 20 degrés, et donc tu vas être super bien. Si t'es pas bien, c'est que t'es pas bien, c'est tout. Et donc, faut que je te règle ton problème, quoi. Enfin, faut pas que je fasse semblant de... Donc ça, c'était un truc très intéressant. Donc une fois qu'on avait écrit le scénario, après, il y avait toute l'écriture, j'allais dire, de l'esthétique de tout ce qu'on allait vivre, découvrir dans la sociologie de l'innovation quelles étaient les grandes innovations du groupe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup bien faire. On aime bien faire, c'est quand on travaille avec une entreprise, c'est de lui faire pour reprendre conscience de ses qualités en termes de création ou d'innovation. Il y a des gens qui bossent sur des projets, on dit aux gens il faut innover. Donc innover, c'est ah oui, alors donc c'est aujourd'hui, et donc c'est quoi demain? Bah ouais, mais sauf que toi, tu tapes quand même une histoire d'une boîte qui a 350 ans, donc t'es pas le premier à qui on a posé la question. Donc quelles sont les grandes étapes qu'il y a eu? Ah bah ouais, c'est nous qui avons fait ça, incroyable, ah oui, et ça, dis donc, je pensais pas qu'on était capable de... Donc déjà, se remettre dans la culture de l'entreprise, pour les gens de l'interne et les gens de l'externe. Après, vivre ces expériences, donc dans ces modules, dans un lieu quand même assez exceptionnel. Ça, c'est l'intérieur des modules avec des systèmes extrêmement simples où il n'y a pas de... Moi j'aime bien les choses où il n'y a pas trop d'électronique dans tous les sens, c'est assez pragmatique. Tu passes de ce côté-là, bah, en fait tu as un couloir où le son s'efface au fur et à mesure, et puis à la fin bah, tu poses la question aux gens, il y a des gens qui disent ah, ça fait du bien, on n'entend plus un bruit, et puis il y a des gens qui disent oula, je suis hyper oppressé parce que j'entends le bruit de mon cœur, quoi. Donc tiens, c'est marrant, là. Le confort c'est pas le même pour tout le monde. Et après, une fois qu'on a vécu des choses, alors sur la thermique, sur l'acoustique, avec des expériences un peu citées des sciences, quoi, et des choses assez esthétiques aussi, assez belles dans la réalisation. Et ensuite, il y a, alors, je ne sais pas s'il y a là-dedans, non. Après, il y a une salle dans laquelle on peut commencer à dialoguer avec les chercheurs spécialisés du sujet qui nous intéresse. Donc moi, je suis venu parce que je veux construire une tour à Doha avec un truc particulier. Ok, je te mets les deux chercheurs spécialistes dans le verre, à très haute température. Voilà. Donc, et ce projet-là, après, c'est aussi tout l'accompagnement en termes de narration. C'est-à-dire que la médiation de ce projet, elle est hyper importante. Moi, je pense beaucoup dans les projets qu'on a que le rôle de médiateur, il reste très important. Une fois que le projet il est fait,
c'est toi qui écris la façon dont il est raconté avec les gens, c'est toi qui va former la médiatrice qui va être là-bas, c'est toi qui va amener encore des gens de l'extérieur dans ce lieu pour qu'ils perçoivent comment, voilà, qu'il y ait une expérience qui soit vécue. Et puis d'avoir du suivi, d'être capable d'en parler à la presse, d'être capable d'en parler à la direction, d'être capable d'aller voir le grand patron quand il fait l'ouverture et d'en parler aussi avec lui, etc. Enfin, il y a un vrai... Je pense que le designer, il ne doit pas refuser sa responsabilité là-dessus. Un projet, c'est une responsabilité qui dépasse de loin le fait de créer un beau projet. Et moi, il y a une question qui me vient en voyant ce projet-là. Maintenant, vous avez une vingtaine d'années d'expérience, donc j'imagine que ça se fait assez naturellement, mais des clients qui viennent comme ça avec leurs demandes, elles ne sont pas formulées comme vous l'avez dit, c'est-à-dire on veut s'interroger sur le confort, et on veut que l'expérience, qu'on règle la demande qui était comment faire dialoguer des chercheurs avec 5% des utilisateurs, je crois que c'est ça. Ils sont venus avec cette demande-là et vous l'avez matérialisée, avec une autre question qui est comment matérialiser le confort et comment ça peut passer par le corps aussi et le vécu. Du coup, j'imagine que maintenant, aujourd'hui, vos clients ils viennent vous voir pour ça, pour justement que vous puissiez à un moment donné pouvoir reformuler, et tout ça, ça prend du temps. Est-ce que en fait, ils viennent assez régulièrement pour ça et c'est pas toujours facile parce que parfois c'est un peu une ambition démesurée pour eux. Et quand je dis pour eux, ça peut être soit pour les personnes, c'est-à-dire qu'ils imaginent pouvoir porter ça en interne, mais en fait ils n'y arrivent pas. Soit pour l'entreprise, c'est qu'elle imagine pouvoir porter un truc aussi radical et en fait c'est pas de ça dont ils ont besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très méfiant sur qu'il n'y ait pas encore là aussi au départ des projets de l'incompréhension sur ce que peut être un projet fait en collaboration avec les Sismo. Voilà, et c'est très important pour nous, nos meilleurs clients, c'est bien sûr quand on a cette personnalité en face qui comprend exactement comment il peut activer les choses et comment il peut faire en sorte qu'on soit bon, c'est aussi ça. Et quand c'est le cas, c'est du bonheur parce que tous les projets qui arrivent, ils sont dans un cadre où on sait qu'on va être pertinent et on sait que ça va être... Puis parfois, ça se passe pas exactement comme ça. Oui. Ça, c'est à l'objet surprise. L'objet surprise, c'est ça. C'est un crâne. Et c'est mon crâne. Donc, qui est imprimé en 3D. Et qui, au départ, vous reconnaissez mes dents. Ah oui. C'est très bien. Et en fait, c'est un projet qu'on a fait il y a quelques temps qui nous a beaucoup amusé, mais qui est, je trouve, assez symptomatique de beaucoup de choses dans le design. On fait des projets de recherche un peu en interne et on s'était questionné sur finalement qu'est-ce que permettait l'imprimante 3D. Donc on a surtout essayé de se poser la question de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imprimante 3D qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que finalement les prouesses technologiques de faire des formes abracadabrantesques en imprimante 3D, vous allez au musée des arts et métiers, et il y a des gens à Florence au XVIIe siècle qui faisaient des boules dans des billes, dans des balles, dans des trucs, c'est absolument incroyable quoi. Tout ça en bois, tu sais pas comment c'est fait mais c'est absolument magique. Et donc je vous passe toute la réflexion, mais on a fini par se dire, bah tiens, le truc qui serait incroyable, ce serait d'arriver à imprimer son crâne à l'échelle 1, taille 1 centième de précision, etc. Donc on a trouvé un petit système pour le faire, sachant que c'était pas si facile parce qu'il fallait un petit logiciel que des Américains nous ont aidé à même mettre au point un petit truc pour arriver à récupérer les scans IRM. Puis après on a imprimé, il a fallu trouver aussi des machines qui faisaient des assez grosses pièces à l'époque et qui étaient capables de donner un peu cette couleur os, voilà, même en texture, etc. Et voilà, on a imprimé ça, on a fait les 2 premiers avec Fred, et puis on a eu un tas de surprises. Alors déjà, bien sûr, quand vous ouvrez un carton qui vous est adressé à l'intérieur avec le crâne, il y a quand même un espèce de truc incroyable qui ne passe pas trop, voilà, quand je me vois là, ouais, voilà, qui est une vraie vanité, c'est notre... Et puis après, il y a plein de trucs intéressants qui sont arrivés, et notamment on a été invité à des salons pour présenter ce projet, alors lié à l'art contemporain.
notamment. Donc on a rencontré beaucoup d'artistes, et notamment on a fait 2 œuvres, une œuvre avec Mathieu Mercier et puis une œuvre avec Orlan. Et puis aussi beaucoup de fous furieux qui nous ont demandé de faire leur crâne, etc. Donc on a commencé à faire ça, on a fait des échanges aussi. Vous voyez l'œuvre qu'il y a derrière, là, c'est Sophie Zénon. C'est une photographe qu'on aime beaucoup et avec qui on a fait un échange pareil. Et ça, c'est la photo qui est ici. C'est un cadavre à Naples. C'était comme ça qu'ils embaumaient, entre guillemets, dans les catacombes à Naples, donc en laissant les gens habillés et debout. Attachés contre les murs, avec toute la classe des vêtements italiens qui était là. Voilà, donc on a commencé à faire ça, et surtout ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que alors bien sûr l'acte de production était intéressant, mais que dans tout objet, parce que ça reste un objet, finalement, si tu peux oublier la technique, et qu'il se passe quelque chose d'autre, c'est que je pense que tu as gagné en pertinence sur ce que tu as fait. Et alors quand on a commencé à les faire, on s'est très vite rendu compte que ce qui était intéressant, ce qui intéressait les gens, ce qui était l'expérience principale, c'était pas tant le crâne que le moment où les gens découvraient leur crâne. Donc on a commencé à filmer ça, parce que si vous faites votre crâne, que vous vous connaissez bien toutes les deux, toi tu vas ouvrir ta boîte et regarder ton crâne, toi tu vas lui voir une tête que tu lui as jamais vu. Et ça, c'était génial. C'est-à-dire que les gens les gens que je connaissais à qui on a pu le faire, ils faisaient une tête, mais très différente, hein, pas forcément. Mais tiens, le truc où tu dis, ah ouais, ça c'est une émotion quand même que tu n'as qu'une fois dans ta vie, quoi, qui normalement tu devrais pas, quoi. Tu devrais pas avoir ça, quoi. C'est pas possible, tu ne veux pas le voir. Et du coup, les gens se comportent de façon incroyable. Il y a des je pense à une critique d'art à qui on l'avait fait. Elle a mis, mais je sais pas, 20 minutes à arriver à le toucher, quoi. Elle était comme ça, elle est là. Elle était sidérée, quoi. Et en plus, ce qui est assez sidérant, c'est qu'au départ, tu dis non, mais un crâne, une vanité, quoi. On a l'habitude de la vanité, alors la vanité, les crânes, c'est tous les mêmes. Mais quand c'est le tien, en fait, tu vois tout de suite le truc. Tu vois tout de suite tes dents, tu vois tout de suite pourquoi tu as mal au dos, parce que tu as le truc qui est un peu tordu derrière. Ouais. Et puis, c'est pas du. Enfin, je veux dire, tu dépasses l'icône quand tu commences à enlever ça et que tu commences à voir qu'à l'intérieur de ta boîte crânienne, tu vois la forme de ton cerveau, parce que c'est le cerveau qui donne la forme à l'os, c'est pas le contraire. Hein. Si, c'est un ostéo qui m'a appris ça après, que j'ai rencontré d'ailleurs sur ce salon. Tu vois les méandres du cerveau, etc. Et puis tu comprends plein de trucs, et puis non, c'est vraiment voilà, ça, ce côté recherche, je trouve intéressant dans le design. C'est totalement, je vous ai montré ça parce que c'est totalement à l'opposé de Saint-Gobain, et pourtant il y a quelque chose de commun. C'est-à-dire qu'ici aussi, dans cette vanité, on a cherché la pertinence, quel était le meilleur projet à faire avec et puis l'impertinence, qu'est-ce qui fait que ça vous fait sourire. Et je pense que quand on arrive à faire sourire les gens, quand on arrive à déclencher ce qu'on appelle nous de la complicité d'intelligence. C'est-à-dire qu'on raconte quelque chose qu'on a fait, on fait quelque chose avec les gens, où ça évoque, c'est pas que nous qui vous donnons quelque chose, c'est que c'est ce qu'on met entre les deux qui donne du sens, quoi. Que vous, ça vous fait rire ou pas rire ou truc, mais ça vous déclenche quelque chose qui est du coup une émotion commune, mais qui est pas juste moi qui vous dis regardez comme c'est génial ce que je fais, tiens, c'est génial maintenant, dis-moi que c'est génial, quoi. Tu vois, c'est pas le sujet. Et Domolab, c'est pareil, quand les gens le visitent, il y a cette espèce de truc très impliquant pour soi, en disant j'ai visité un truc, c'était incroyable, je m'attendais à avoir un showroom, pas du tout, je sais pas pourquoi Saint-Gobain a fait ça, mais c'est quand même dingue qu'ils aient osé faire ça. Enfin voilà, c'est cette espèce de capacité à aller plus loin. Et à surprendre aussi. Ouais, à surprendre, et puis c'est ce qu'on. Non, je pense qu'on cherche aussi ça dans la vie, quoi, à vivre des choses qui. Là, ça va être assez court, donc il faut en profiter. Hein. C'est bien avec cette image de crâne, ça va être assez court. Et c'est quoi ces petits trous Je suis assez étonnée de voir des petits trous. La dentelle, là, en fait, oui. ça, c'est plutôt du cartilage qui tombe assez vite après. Donc on a Mais vraiment des il y a des trous petits comme ça. cartilages. Là, c'est l'œil, il faut qu'il repose sur un truc. Hein. Et les petits trous qui sont. Tu parlais de ça ou tu parlais de ça? À travers les yeux et du nez, là, on voit les petits trous. Et là aussi. Dans la joue, là, je suis étonnée. Ouais, alors t'as pas remarqué que quand t'étais stressé, t'avais des boutons soit là, Ouais. soit là. C'est ça en fait, c'est que tu vois, ça là, c'est pas du tout technique. Hein. Ça vient pas de la machine, ça vient vraiment du corps. On a tous des trous, donc ici, derrière aussi, là, ici. Ouais.
Voilà. Et qui fait que quand tu as des moments de stress, etc., ça t'envoie c'est par là que ça peut t'envoyer du flux et que tu peux choper des boutons souvent à des endroits un peu récurrents. Et souvent ça vient de là. Ok. Waouh. C'est marrant. Et pour les yeux, c'est les passages et tous les... Alors pour les yeux, là pour le coup c'est ça, la dentelle, là c'est le cartilage. C'est étonnant, on dirait vraiment pas que c'est presque solide, hein, du coton. Ouais. Mais tout ce qui est représenté ici, et c'est la finesse du truc, c'est tout ce qui est saisi comme étant de l'os. Mais tu pourrais imprimer ton cerveau, hein. C'est pareil, enfin, tu peux garder juste le fichier du cerveau. Comme ça, tu peux traiter les choses par matière, tu peux choisir ce que tu veux, mais le cerveau, c'est plus dur à... Tu peux dire c'est chouette, c'est le mien, mais... Oui, c'est le crâne, ce qui est très marrant. Notre rotule, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu plus abstrait. On s'y reconnaît moins, en tout cas. Mais ce qui est très marrant, parce que du coup on en a fait peut-être 20-25 des crânes, c'est que en fait tu t'en mets certains à côté, et c'est très très différent. Et en fait tu te rends compte aussi que ta boîte crânienne a beaucoup d'importance dans la façon dont est perçu ton visage. Alors qu'on a l'impression que tu vois, la personnalité c'est quelque chose qui est plus lié au regard, au truc, machin, mais que tout ça en fait ça tient dans cette structure-là, qui fait que tu as une part de ce que dit ton visage qui est quand même très lié à... Oui, ensuite il y a aussi une part de... La personne est souriante. Ouais, bien sûr, mais néanmoins quand tu vois les crânes, tu vois des différences assez fortes. On n'a pas un os qui va plus loin, non? Je sais pas. Il s'arrête si haut? Non, il va jusque là, ton cartilage de nez il va pas jusqu'au bout. Là t'as rien, heureusement, hein, t'imagines. Tu pourrais pas faire ça. Je me suis fait exactement la même raison. Oui, le nez, on a raboté le crâne. Et tu vois, le lien avec la commanderie, c'est que ici on fait ce travail sur le crâne avec des imprimantes 3D, et à la commanderie on a fait des fouilles, on a trouvé des crânes. Ah, c'est marrant. Vous savez de quand ils viennent, les crânes? Là ils sont à l'INRAP, donc c'est l'Institut National d'Archéologie. Donc on va probablement savoir, mais a priori c'est... Avant le bâtiment, il y avait encore un autre bâtiment, probablement mérovingien, donc ça doit être plutôt 7e ou 6e siècle, c'est quand même incroyable. C'est un bâtiment qui est classé aussi. Oui, c'est un bâtiment historique. Un petit mot de la fin? Je crois qu'il faut y aller, c'est ça. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange, et je vous souhaite plein de belles choses pour profiter de cette chance de faire du design. Je pense que c'est un super truc. Un très grand merci à Antoine pour nous avoir ménagé le temps de cette conversation dans un emploi du temps bien chargé. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!